nous sommes un parti propre, nous sommes un parti qui va à l'essentiel par rapport à d'autres qui ne font que boycotter durant plus de 7 ans les élections municipales, élections régionales et tout sortes d'élections. Je veux parler bien sûr du FPI. Quant au RDR qui s'est radicalement... attendez, est-ce que vous m'entendez là? Nous vous entendons bien, M. Fabi. Voilà. Je vais vous demander de vous présenter. Voilà, quant au RDR qui s'est progressivement radicalisé, je pense que je démontrerai au cours de ce débat que nous sommes un parti en fin de compte qui veut ce pouvoir et de toute façon, avec une méthode très alléchante, nous allons prendre ce pouvoir. Voilà. Merci beaucoup, M. Fabi. Alors, M. Alfred Niali du Front populaire ivoirien, bonsoir. Bonsoir, Emmanuel Katina. Moi, c'est Yazid Niali, secrétaire national chargé de la promotion. On vous entend un peu faiblement. Hein? Bonsoir. On vous entend un peu faiblement. Oh, vous m'entendez faiblement? Moi, c'est le secrétaire national chargé de la promotion et l'entrepreneuriat au niveau de la diaspora. Voilà, au niveau de la diaspora, ça c'est au niveau des FPI. Voilà, c'est seulement me présenter. Je pense qu'on aura un bon débat avec les frères qui sont en ligne, M. Babé Andrian et puis Sangaré, pour que bon, les auditeurs qui nous écoutent puissent apprendre quelque chose de nous, parce que c'est ça l'essentiel d'un débat politique. Il faudra qu'on puisse donner des renseignements aussi succincts aux auditeurs qui nous écoutent. Voilà, Emmanuel Katina, je suis totalement me présenter. Et puis bon, on attend la suite des événements. Merci beaucoup, M. Niali. Alors, M. Sangaré, bonsoir. M. Sangaré? Allô? Allô? Ok, M. Sangaré, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ok. Bon, là, on ne vous voit plus, mais on vous entend. Alors, bonsoir. Une présentation pour nos auditeurs. Ok. Alors, il semble que vous êtes en déplacement. Allô? Ok, oui. Je vous demande D'accord, Malik Sangaré, journaliste sympathisant RHDP. Voilà. C'est un plaisir pour moi de participer à ce débat avec vous. Voilà, j'espère qu'on va partager un bon moment d'échange ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je précise que nous devions avoir avec nous M. Zasso Dagou Patrick, dit en global. Alors, M. Zasso, à la dernière minute, je pense que des problèmes techniques, n'a pas pu être avec nous. Alors, donc, M. Zasso ne sera pas avec nous. Malgré tous les efforts que nous avons pu faire, M. Zasso ne pourra pas être avec nous pendant ce débat. Alors, après, je dis, à l'entame de ce débat, j'aimerais permettre à nos invités de dire juste un mot sur je dis relativement au 25e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny, vraiment de façon très succincte. Qu'est-ce que cela vous inspire 25 ans après la mort du président Houphouët-Boigny? Qu'est-ce que cela vous inspire qu'on puisse en ce moment célébrer ce grand homme? J'aimerais commencer par M. Niali du Front populaire ivoirien. Merci, Frère Katina. Je pense que 25 ans l'anniversaire du décès du père de la nation, je pense que c'est des grands souvenirs, c'est des grands moments. Voilà, de ce homme l'a été pour ce pays. Et comme le dit le père de la nation, c'est pas pour rien qu'on dit le père de la nation, parce que l'État à l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il décède. Donc, 25 ans dans l'esprit des Ivoiriens, je crois que c'est toujours des bons moments, des grands souvenirs. Ce homme a pu apporter à la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on fait une étude comparative de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays de la sous-région, on revoit maintenant vraiment les valeurs que le président Félix Houphouët-Boigny a apporté à la Côte d'Ivoire. Et on ne cessera de dire, et voilà, il a vraiment donné des lettres de noblesse à la Côte d'Ivoire.
bon, maintenant, le regard, c'est le débat, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il a laissé à la Côte d'Ivoire. Et bien, à ce niveau, c'est tout le débat. Sinon, ce n'est pas toujours regrettable, mais on aurait souhaité, après 25 ans de choses, d'anniversaire du 17 du président Boigny, avoir un monument où les Ivoiriens de d'autres générations, des nouvelles générations qui arrivent, qui n'ont pas connu le président Philippe Boigny, d'aller là-bas visiter les lieux là et puis se mêler. Mais malheureusement, aucun, peut-être M. Babé Andrian du PDCI pourra nous dire pourquoi pas son engouement, pourquoi pas un monument dédié au président Félix Boigny, que toutes les autres générations qui arrivent puissent aller s'enquérir de comment on appelle les œuvres que le président Félix Boigny a dû laisser les Ivoiriens. Et ça, c'est un débat peut-être qui mérite d'être fait. Parce que jusqu'à présent, après 25 ans, je ne vois pas d'engouement, je ne vois pas des écoles, bien des universités aller à Yamoussoukro, aller s'imprégner de ce qui était au président Félix Boigny. Tout en bon, à chaque année, le 17 décembre, c'est toujours son anniversaire, et puis on tourne la page, et puis au suivant. Voilà où se trouve, voilà ce que je peux dire par rapport au 25 ans d'anniversaire du 17 du président Félix Boigny. Merci, M. Niali. Alors, M. Sangaré, du RHGP. Oui. Bon, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on célèbre l'anniversaire de la disparition de Félix Boigny. C'était un personnage assez important, sinon l'un des personnages les plus importants de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Maintenant, dommage que cette année, ça coïncide avec des tensions politiques au sein de la famille politique qui porte son nom, les oufouettistes. Et dommage également que 25 ans après son décès, il n'y ait pas de véritables, de véritables instruments qui permettent à la génération, aux jeunes générations d'apprécier l'œuvre immense du père fondateur, le PDCI aujourd'hui, qui veut réclamer l'exclusivité donc de l'oufouettisme, n'a malheureusement pas fait grand-chose pour préserver, pour pérenniser la mémoire de Félix Boigny. Le PDCI n'a pas fait grand-chose pour faire en sorte que l'héritage politique de Félix Boigny puisse durer dans le temps. Malheureusement, ses successeurs immédiats, qui étaient donc Henri Konan Bédié et les autres, étaient plus préoccupés par autre chose, faire leur propre promotion, plutôt que de faire la promotion des idéaux de Félix Boigny. Aujourd'hui, on en parle, il n'y a pas de, comme disait le frère du FPI tout à l'heure, il n'y a aucun monument, aucun musée, aucun grand, une véritable institution qui représente ce qu'a été Félix Boigny jusqu'à aujourd'hui. C'est dommage. D'ici à 5 ans, 10 ans, l'héritage de ce grand homme risque de disparaître si d'ici là on ne fait rien pour pouvoir remettre les choses en ordre. Voilà. Bien sûr. Alors, j'imagine que M. Babé Adrien a beaucoup à dire par rapport à ce qui vient d'être dit par ses co-débatteurs. Écoutez, je pense que j'ai entendu le FPI et puis bon, le parti, si j'ai bien compris, est un peu extrémiste. Je vais parler bien sûr du RDR. Vous savez, les gens ont la mémoire vraiment courte. Je vais essayer quand même de leur remettre tout ça à la mémoire. Le Boigny quand même a posé des actes qui parlent de développement. Le Boigny a conduit par exemple le pays à son apogée. Et rappelez-vous, lorsqu'on parle par exemple du premier producteur mondial de café et de cacao, on avait un excédent en matière de budget. Il faut rappeler bien sûr que lorsqu'on parle du développement au niveau bien sûr des 14 pays francophones, on prenait par exemple la Côte d'Ivoire comme la carte postale franchement de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est par rapport bien sûr à la politique, à la pensée aux fouettistes que nous sommes arrivés là. C'est vrai, après 25 ans. Il faut rappeler aussi qu'il y a quand même des générations. Il y a quand même la génération de Bédié qui est passée, bon, qui n'est pas passée, il y a quand même une génération de Guéhi. On a vu par exemple les soi-disant refondateurs qui sont venus balayer d'une main des revers, par exemple, la politique du président. Il faut installer par exemple une politique, je crois bien, de refondation. Et c'est vrai que ça a légèrement un peu gêné le fonctionnement, par exemple, dans la mémoire, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de 25 années. C'est 25 années le 25e année d'anniversaire. Je souhaiterais sincèrement qu'on se rappelle des bonnes choses du Boigny, c'est-à-dire la paix, l'harmonie, le développement. On nous parle qu'il faut forcément qu'il y ait, par exemple, une effigie, bien sûr, à son nom. Mais je pense qu'il y a quand même
des routes qui portent son nom, il y a quand même des stades qui portent son nom, il y a quand même l'aéroport qui est quand même un symbole d'un pays qui porte son nom. C'est pas pour rien. Et il faut voir réellement ce bon côté, de ne pas toujours chercher, je crois bien, des trucs. Bon, Houphouët-Boigny n'a pas fait grand-chose. Houphouët-Boigny a bien travaillé dans le pays. Et ce sont ses héritiers, côté gauche et côté extrême droite, en fin de compte, qui ont sali sa réputation. Je vais parler bien sûr du côté FPI, Abou-Daman Sangaré, incarné bien sûr par Laurent Gbagbo, et le côté, je crois bien, Alassane Ouattara, qui est venu soi-disant de l'esprit purement footiste, mais non, ce n'est pas un footiste, c'est quand même quelqu'un qui est venu pour sa propre nouvelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, alors, je pense qu'on ne va pas s'étaler sur cette question. Est-ce que je peux, Katina, est-ce que je peux rebondir rapidement à ce que le frère Babé André a dit, hein? En 30 secondes. Voilà, une seconde. Je pense que il n'a pas... je ne sais pas s'il a compris le fond de la question, hein, et les réponses que nous avons données. Parce que qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce que vous pouvez laisser après 25 ans, hein, après 25 ans de son 17 d'anniversaire? Bon, j'ai posé le problème de monuments, de la rébellion, comme on le fait ici aux États-Unis, un peu partout. Il n'y a pas de symbole, à part l'aéroport, tout le monde sait, ça porte le nom de Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire que techniquement, l'aéroport qui porte le nom de Félix Houphouët-Boigny, ça dit que demain, si un chef d'État arrive, il peut changer cela. Mais qu'est-ce qu'on laisse, les Ivoiriens ont laissé pour le père de cette nation, le père de la nation, pendant tout ce temps, pendant 30 ans de règne sur la Côte d'Ivoire? Bah, c'est la grande question. C'est parce que les œuvres que le président... il vous a dit... Il vous a dit l'état de développement de la Côte d'Ivoire, c'est les meilleures réalisations. Sinon, les monuments que vous aimez tant, les monuments de Yopougon que vous avez fait, c'est parti, hein, par exemple. Non, je ne parle pas de monuments, on n'a pas fait de monuments, on n'a pas décidé de monuments à Yopougon. Quand on prend l'exemple des pays développés, ouais. Quand vous allez en France, aux États-Unis, les chefs d'État, ceux qui ont exercé, ils ont un arbre, ils ont un lieu où, en fait, les générations arrivent pour s'acquérir des œuvres. Ah, ok. Il n'y a pas le président Houphouët-Boigny. Il y a quand même Yamoussoukro. Voilà, c'est ce que je voulais poser. Comme la fondation. La réalisation, on sait que Houphouët a réalisé, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Celui qui est le père de la nation, le père de la nation. Ça dit que c'est lui qui a conçu ce pays-là jusqu'à présent. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Mais à part ça, qu'est-ce que les générations qui sont venues après, 10 ans, même 20 ans, 30 ans après, qu'est-ce qu'on ne pas le président Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il retient? Rien, pas du tout. Il a le repos. Lorsqu'il voyage, non, c'est ce que je veux dire. Ok, bon, je pense qu'on ne va pas s'étaler là-dessus parce que. Attendez, monsieur Katina. Donnez-moi une minute. On pourrait s'adonner à un jeu de ping-pong et demander au représentateur. Non, c'est pas un jeu de ping-pong. Oui. Non, ce que je voulais dire au gars du FPI, à M. Niali, qui est un FPI refondateur. Un peu de courtoisie, M. Babé. Oui, je sais, excusez-moi. Vous voyez, quand on bâtit une maison, on creuse par exemple les fondations, on installe les fondations. Lorsque les fondations sont vraiment solides, on peut construire et mettre par exemple un édifice par exemple solide. La Côte d'Ivoire était un pays vierge comme quelque chose. Houphouët-Boigny par rapport à sa pensée a mis des fondations économiques, sociales, la fondation franchement de la sécurité, du développement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? À partir de 1990, nous avons assisté par exemple, soi-disant à un multiparti franchement qui est venu apporter leur développement. On a vu ce que ça a donné. Ils ne sont pas arrivés. 10 années de pouvoir. Regardez par exemple ce qu'ils laissent. Et ils nous parlent que Houphouët-Boigny n'a rien fait. Mais durant plus de 30 ans. J'ai l'impression qu'ils demandent ce que les héritiers. Il faut rappeler bien sûr ce qu'Houphouët-Boigny a fait. Maintenant, lorsqu'ils parlent par exemple des gens qui vont se recueillir si ça tombe. Écoutez, lorsque quelqu'un décède de nos jours, je ne souhaite pas, hein, quelqu'un décède de nos jours, qu'une route porte son nom, et qu'un aéroport national, international porte son nom, et qu'un stade porte son nom, et que Yamoussoukro, on ne dit pas, c'est pas parce que c'est sa ville natale, des fondations très élevées. On parle par exemple du prix Félix Houphouët-Boigny, franchement, qui est reconnu de manière internationale. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, il ne peut pas apporter les services qu'on a démentis. Est-ce qu'il y a-t-il un prix Gbagbo Laurent qui est reconnu? Il n'y en a pas. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a expliqué en long et en large le but, le fonctionnement, je dirais quand même la devise de sa politique et qui a fait grandir franchement la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc, quand même, pour la première fois, il faut qu'il accepte. C'est vrai, ils ont perdu le pouvoir dans les conditions totalement pitoyables. Je reconnais, je sais que ça fait un peu mal, mais il faut qu'il accepte que c'est quand même quelqu'un qui a apporté quand même quelque chose de bien pour notre pays. Ok, on va revenir au thème de ce jour. Je ne sais pas si M. Sangaré veut dire quelque chose.
avant qu'on revienne au thème. Oui, rapidement, je vais réagir, par exemple, sur ce qui se dit en ce moment avant qu'on passe à autre chose. Je pense que M. Babé n'a pas véritablement saisi le fond de la question. Il ne s'agit pas ici de faire l'énumération des, comment dire, des constructions ou de tout ce que Félix Houphouët-Boigny a réalisé en termes d'infrastructure et tout. Quand je prends l'exemple de Mandela du Sud, on est d'accord là-dessus. Il a passé une trentaine d'années en prison, mais quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? On ne vous attend pas bien, M. Sangaré. Oui, il y a un souci au niveau de votre connexion Internet, M. Sangaré. Son œuvre, quand on dit que le PDCI n'a rien fait pour préserver tous ceux qui... Comment est-ce qu'il peut dire qu'il n'a rien fait pour préserver l'héritage? C'est incroyable. Mais, M. Babé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, voilà, donc il ne s'agit pas de qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé comme héritage politique, comme message de paix, comme message de cohésion et tout. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas donc de faire l'énumération de tout ce qu'il a construit partout en Côte d'Ivoire. Tout le monde est au courant de ça. On voulait maintenant que l'héritage politique, le message fondateur de l'oufouettisme puisse être pérennisé à travers des œuvres plus concrètes, ce que le PDCI n'a pas réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'il faut noter. OK, d'accord. OK, je pense qu'on va peut-être aborder le sujet de ce jour. Nous avons décidé de parler aujourd'hui des élections, des recours qu'il y a eu suite aux élections municipales et régionales, bien sûr. Alors, il y a eu 102 recours au total. Les recours concernaient 60 municipalités et 14 régions. La Chambre administrative de la Cour suprême a décidé d'annuler les résultats de 6 communes et de 2 régions. Et dans ces 6 communes et 2 régions, les élections seront reprises. Et principalement au niveau des 6 communes, il s'agit de Grand Bassam, de Benjerville, de Rubino, de Boko, de Port-Boué et de Lakota. Et ces élections seront reprises le 16 décembre. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, et ça, nos amis qui sont sur le plateau pourront peut-être nous donner un peu plus d'informations, c'est que le RHDP a contesté le plus grand nombre de résultats, avec 24 recours, si mes résultats sont bons. En tout cas, il semble que le RHDP a contesté le plus grand nombre de résultats. Et il semble que cette année, il y a eu moins de recours qu'aux élections précédentes. Alors, la première question que j'aimerais poser à nos invités sur le plateau, c'est d'abord d'analyser les résultats de ces recours-là en tant que tels. Est-ce que cela constitue un échec pour le RHDP en tant que tel? Parce que pour la plupart de ces recours-là, ils invalident la victoire ou les victoires des candidats du RHDP. J'aimerais commencer par M. Sakari, du RHDP. On ne peut pas parler d'échec du RHDP concernant les recours qu'il y a eu. Je veux dire, les recours ça fait partie du processus électoral. C'est-à-dire qu'il y a les élections, après il y a les contestations, et puis les candidats saisissent la justice pour faire les recours. C'est la norme. C'est l'absence de recours qui aurait peut-être dû inquiéter. Là, maintenant, sur le nombre de recours posés par le RHDP qui serait le plus élevé, je n'ai pas cette information, mais je me satisfais déjà de ce que des candidats aient pu poser des recours en bonne et due forme, en dehors des contestations violentes qu'on a pu observer dans certaines localités, du fait notamment des candidats du PDC-RDA. Les candidats ont pu poser les recours de façon normale et la justice a pris son temps de travailler sur les recours et a rendu sa décision qui a été respectée par tous. Ça, c'est une grande satisfaction. Et si on doit mettre cela sur le compte du RHDP, on peut dire que c'est une grande victoire de la démocratie, c'est une grande victoire de la liberté de la justice, par exemple. Voilà. OK, d'accord. Alors, monsieur Niali, du Front populaire ivoirien.
Il n'est pas directement concerné par ces élections, mais bon. Bon, je ne suis pas concerné, mais le constat que je fais, c'est-à-dire que les deux partis, ceux qui ont participé à ces élections-là, sont tous d'accord avec la décision de la Chambre administrative de reprendre les élections dans certaines communes, avec Port-Boué, Guelam-Bassam, Rubino, Lakota. C'est-à-dire que, bon, effectivement, quelque part, le PDCI a eu raison, voilà, d'engager ce procès-là au niveau de l'administration, de faire des requêtes à ce niveau-là. Je crois qu'ils ont eu gain de cause. Et les deux partis sont prêts à recommencer. Voilà la situation qu'on retire par rapport à la décision des chambres administratives. Parce que des deux côtés, personne n'a rejeté les décisions prises par cette chambre-là. Donc, on s'est dit que, bon, plus ou moins, les choses se passent très bien. Voilà, donc on attend en fait ces matchs-là, parce que plus ou moins ce que nous attendons de voir, parce qu'il y a eu certaines localités où on a constaté qu'il y avait des challenges là-bas au niveau du Grand Bassam de Port-Boué. Voilà, et ça, c'est les choses que nous en savons parce qu'il y a eu tellement de bruit à Grand Bassam. Et puis, j'ai écouté plus ou moins la conférence de presse du RHDP où le ministre, comment on appelle le ministre chargé de, comment on appelle ça, l'emploi des jeunes, comment il s'appelle, monsieur, je ne sais pas son nom là, et qui disait, ça m'a revenu, excusez-moi, il disait que, bon, si on reprenait au niveau de Bassam, c'est sûr que, bon, le RHP va gagner à ce niveau-là. Or, le challenge là-bas est très high, c'est ce que nous avons vu. Donc, voilà les points d'achèvement que nous attendons pour voir. C'est vrai que nous n'avons pas participé à ces élections-là. Ben, il y a eu beaucoup de rebonds, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé pendant ces élections-là. Bon, on a assis et puis, bon, on regarde ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on s'est dit que, bon, les deux partis sont d'accord avec le recours prononcé par la Chambre administrative à ce niveau-là. C'est ce que je peux dire. Alors, M. Fabé du PDCI RDA, est-ce que vous considérez que c'est un échec pour le RAGP et donc une victoire pour le PDCI RDA? Ben écoutez, c'est un échec cuisant pour le RAGP parce que, rappelez-vous quand même que le RAGP, c'est quand même un groupement de partis politiques, peut-être 7 ou bien 8 partis politiques qui se sont mis ensemble pour combattre, je crois bien, le PDCI. Maintenant, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que voici, par exemple, j'ai bien écouté l'homme du FPI, M. Niali. Je me rappelle bien sûr de la phrase du feu Aboudraman Sangaré qui disait qu'il était satisfait du fait que le FPI, en fin de compte, ne participe pas, bien sûr, à ces élections. Mais ben voilà quand même un représentant, bien sûr, de la branche radicale de FPI qui commente. Mais M. Fabé, vous allez vous écarter de la question. Non, je ne m'écarte pas parce que je reviens, ne vous inquiétez pas. Donc voilà quand même quelqu'un qui est à l'écoute, franchement, des gens qui boycottent tout et en fin de compte, qui commentent. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est vrai que le PDCI est sorti vainqueur de ces élections parce qu'il faut rappeler, ce n'est pas parce qu'on a eu 52 députés, 52 maires sur les 112, mais les 52 que nous avons eus, et c'est ce que nous avons gagné. Et nous avons vu comment est-ce que le petit peuple a pris son destin en main. Parce que rappelez-vous quand même ce qui s'est passé, bien sûr, à Bobo. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Bassam et au plateau, où le RDR, je veux parler bien sûr du RHDP, en fin de compte, avait décidé de confisquer la victoire du peuple. Je pense que le PDC est sorti grandi de là, a demandé à ce que le peuple, en fin de compte, aille chercher, par exemple, sa victoire. Nous avons assisté à ça. Maintenant, si le RHDP décide, je crois bien, d'aller faire un recours pour chose, bah, écoutez, nous savons de toute façon que si nous repartons encore, nous allons gagner. Donc, bon, nous voyons ça d'une manière, c'est une manière d'accepter aussi la défaite parce que j'ai l'intime conviction qu'on repart bientôt, on gagne encore. Donc, moi, je ne vois pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est simplement, bon, c'est vrai que ça fait partie aussi du processus, comme l'autre l'a dit, mais c'est sûr et certain que si nous participons là, nous allons gagner. Voilà, c'est ce que j'allais dire. OK. Alors, avant d'analyser la crédibilité de la CEI par rapport à ce verdict-là, j'aimerais qu'on essaie d'analyser les résultats un peu plus ou moins individuellement. Et je pense que les deux points chauds de ces élections qui seront reprises là seront Grand Bassam et Port-Boué. Alors, j'aimerais avoir votre analyse par rapport à ces deux points-là. J'aimerais reprendre avec vous, M. Adrien Fabé du PDCI RDA. Écoutez, ces deux points chauds, rappelez-vous qu'à Grand Bassam, on a eu un roi qui était corrompu, un roi qui était à la guise franchement du pouvoir.
il avait reçu franchement beaucoup d'argent pour faire gagner, par exemple, le RDS et pas le RHDP, parce qu'il faut rappeler qu'Alassane Ouattara a pris l'argent du contribuable, qui a donné, bien sûr, il avait pris l'argent du contribuable, franchement, pour faire une campagne à l'américaine. On a vu ce qui s'est passé à Bobo. Mais vous savez, le peuple, franchement, a décidé de prendre son destin en main en allant au front. C'est vrai que pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous assistons bien sûr à un déchaînement de la population qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la capacité vraiment de revendiquer notre victoire sur place. Raison pour laquelle le RDR, moi je parle du RDR, je ne parle même pas du RHGB parce que à part le RDR, on voit des groupuscules de partis politiques qui ne remplissent même pas un salon et c'est simplement le RDR que moi je vois pour le moment. Et je considère que cette population qui a pris son destin en main va refaire encore, va aller voter de manière simple et propre et qu'elle mettra bien sûr un nom du PDCI, parti des valeurs, parti démocratique, parti en fin de compte qui a élevé, je crois bien, le pays au devant de la scène internationale pour qu'au moins son représentant reflète en fin de compte l'histoire en fin de compte de la Côte d'Ivoire et surtout la Côte d'Ivoire en elle-même. Donc, nous sommes sereins et nous attendons par exemple le feu vert pour y participer. Et je suis sûr et certain que tout le monde nous a gagné et nous avons gagné. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Monsieur Sangaré? Oui, je n'avais pas très bien entendu la question. Il y a eu un petit bug en ce moment. Donc, oui, je disais que Grand Bassam et Port-au-Prince seront 2 points chauds au niveau de la reprise de ces élections-là. Alors, j'aimerais avoir votre, je ne dirais pas votre pronostic, mais votre analyse au niveau de ces 2 points-là. Oui, bien sûr, ces deux communes qui ont cristallisé beaucoup de tensions lors des élections du 19 octobre dernier. Il y a eu des violences, malheureusement. Donc, la reprise est de bonne guerre. J'espère que cette fois-ci, les différents partis dans la course vont être plus républicains et puis enseigner leurs militants à accepter le jeu de la démocratie et se plier au verdict des jeunes cette fois-ci, sans qu'on ne retombe à chaque fois dans ce qu'on a déjà vécu. Maintenant, Port-Boué, c'est une ville, c'est une commune, sinon traditionnellement PDCI. Maintenant, depuis la disparition de la maire Aka Ngui, il y a pas mal de problèmes au niveau de Port-Boué. Quand on voit le candidat qui a été retenu par ce parti, Monsieur Emo Sylvestre, qui a de tout temps été un opposant au PDCI à Port-Boué, quand c'est lui qui porte les couleurs du vieux parti aujourd'hui, c'est clair qu'il y a véritablement un problème au sein du PDCI à Port-Boué. Le candidat du RHDP également on part avec ses chances parce que bon, il est membre du gouvernement, il a également une bonne cote de sympathie de la part de certains militants du PDCI à Port-Boué, donc il part avec toutes ses chances. Maintenant, le jeu reste serré parce que c'est 2 enfants de la même famille entre griffes, même si je ne considère pas trop Emo Sylvestre comme un militant du PDCI. Il a été repêché sur le coup pour pouvoir combler un vide que le PDCI n'avait pas. Maintenant, on espère que ces élections vont bien se dérouler et puis qu'il n'y aura pas de contestation encore. À Grand-Bassam, c'est pareil. Et, le candidat du RHDP avait été déclaré vainqueur en octobre dernier. Malheureusement, les résultats ont été annulés. Il repart avec toutes ses chances. Ezalé également repart avec toutes ses chances. Le maire sortant, maintenant, étant donné qu'il est sorti d'une coalition qu'il a portée lui-même au pouvoir il y a de cela quelques années, ça le met bien sûr en ballottage défavorable par rapport à la coalition du RHDP. Mais encore une fois, mon souhait est que tout puisse bien se passer cette fois et puis que les résultats ne soient pas contestés, surtout dans la violence. Ok. C'est bien clair. Monsieur Niali, du Front populaire ivoirien? Bon, pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, ça se passe entre le RDR et le PDCI. Voilà, ce niveau, bon, on ne peut que observer. Hein. On espère que, bon, comme on va peut-être débattre dans ce second segment, voilà, sur je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait que la commission électorale indépendante joue son jeu. Surtout que les 2 partis ont accepté les verdicts de la Chambre d'administration. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est de bonne guerre. Mais comme je le dis, hein, bon, on va voir ce que ça va donner pour Boué et puis Grand Bassam. Voilà, et puis bon, voilà, je ne peux que dire meilleur gagne. Voilà, surtout que nous, on ne fait pas partie de ce jeu électoral là, pour l'instant. Donc, je ne peux que souhaiter bonne chance aux deux camps. Voilà. J'imagine que vous ne souhaitez pas que le RHGP gagne, M. Niali. Oh, bon,
ça, c'est notre paire de manches, hein, parce qu'au départ, le PDCI et le RHDP étaient ensemble. Donc, si maintenant, ils ont décidé de se séparer à mi-chemin, voilà, bon, je ne peux que souhaiter bonne chance à ce niveau-là et pour voir l'équilibre des forces entre le PDCI et le RDR. Bien que je sais qu'à ce niveau-là, le PDCI, c'est un grand parti. Voilà, donc je ne doute pas qu'à ce niveau, au niveau de Bassam et au niveau de Pobwe, il a pu jouer sa carte, hein, son grand jeu. Voilà, on se le challenge du côté de RDR. Au niveau de Bassam et au niveau de Pobwe, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que si le PDCI est mobilisé à ce niveau-là, bon, elle peut remporter Bassam et puis Pobwe. Voilà ce que je peux dire, chef Katina, à ce niveau-là. Voilà. Okay. D'accord. Alors, j'aimerais m'excuser auprès de nos abonnés sur Facebook hein, pour les problèmes techniques que nous avons et pour le retard avec lequel nous avons commencé. Je pense qu'au niveau de nos auditeurs sur Radio Jacques Roger, Show et Radio Afrique 2050, il n'y a pas de problème. J'aimerais dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis et le Canada. Et ceux qui nous suivent sur Facebook, M. Siaka Fofana, M. Guitou Dafran, Anne-Marie Yaya, bonsoir, Conan Kwadjo Yves et tous les autres. Merci de nous suivre. Boris Kouassi, Marc Leves, bonsoir et merci de nous suivre tous les dimanches. Alors, le dernier chapitre de notre débat de ce soir va porter sur la crédibilité de la Commission électorale indépendante. Alors, est-ce que ce verdict-là impacte la crédibilité de la Commission électorale indépendante? Quelle analyse quelle analyse pouvons-nous en faire? Et je vais commencer avec M. Alfred Niali. Je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport à cela. M. Niali? Quelle était la question? Les différents verdicts donnés par la Chambre administrative de la Cour suprême, quel est leur impact sur la crédibilité de la Commission électorale indépendante? Oh, à ce niveau-là, bon, je suis plus ou moins, je suis un peu surpris à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas eu de revendication, il n'y a pas eu de chevauchement entre les deux parties, hein. C'est-à-dire, quand je dis les deux parties, je vais les séparer entre le PDCI et le RDR. Hein. Ils ont accepté ça. Est-ce que c'est parce que le PDCI et le RDR a envoyé des avocats, a étoffé son équipe des avocats pour présenter les caisses à ce niveau-là? Est-ce que la justice ivoirienne a dû sembler à cela? Donc, c'est une grande question à se pose. Voilà. Sinon, je pense que pour l'instant, toutes les revendications qui ont été posées par les uns et les autres ont été acceptées, ont été examinées. Je pense qu'à ce moment-là, tout se passe bien. On n'a pas vraiment d'inquiétude. On espère que lorsqu'ils vont répondre les élections d'ici dans une semaine, je pense que bon, les militants des deux partis politiques vont se remettre en selle et pouvoir en fait faire la différence au niveau là, parce que entre le PDCI, compte tenu de ce guerre qui existe actuellement entre le PDCI et le RDR, voilà, dû à cette fusion-là. Donc, je pense que les états-majors des deux partis politiques sont en train de remettre en selle leurs militants pour faire la différence. Donc, Katina, pas grand-chose à se dire, hein, parce que c'était une grande surprise pour moi, une grande constatation que ni le PDCI ni le RDR a dû constater les décisions plus par la Chambre administrative à ce niveau-là. C'est parce qu'on est tous d'accord la manière dont cette Chambre a présenté les choses. Les avocats des deux partis ont dû accepter ce verdict-là. Donc, je pense que tout se passe bien pour l'instant. Et donc, on attend la semaine prochaine, pratiquement la semaine prochaine pour les élections, pour déterminer entre les deux qui va véritablement gagner ces communes. C'est vrai, on parle de Port-Boué, on parle de Bassam, mais il y a Lakota, il y a Rubino, il y a d'autres challenges qui sont là, hein, qui attendent les deux partis. Et véritablement, on verra ce que ça va donner. Voilà ce que je veux dire à ce niveau-là, chef Katina. Oui, mais je dis le fait que la Chambre administrative invalide des résultats qui ont été validés par la Commission électorale indépendante et qui ont été contestés par le PDCI, par exemple, qui a estimé qu'il y a eu de la triche, qui a estimé que les vrais résultats avaient été carrément, je veux dire, détournés. Est-ce que cela n'entache pas la crédibilité de la CEI? Non, mais la crédibilité de la CEI, à ce niveau, on va en parler. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas...
Voilà, hein? On en parle maintenant. Oh, on en parle maintenant. Je peux dire qu'à ce niveau-là, c'est vrai, la crédibilité de la CEI est toujours mise en jeu. Hein. Ben, ce qui est surprenant, lorsqu'on a vu les états-majors des différents quartiers, des différents partis politiques présenter les caisses, on a vu qu'il y a eu vraiment des flagrants de violation du droit des voteurs dans ce sens-là. Et on a vu les différents candidats, celui du PDCI avec des preuves à la main tangibles pour dire qu'on lui a volé les voix au niveau des Bassam, pratiquement au niveau de Port-Boué, c'était les unes qui n'étaient pas, plus ou moins le bureau de vote qui n'était pas ouvert à temps. Donc à ce niveau-là, et comme je l'ai dit tantôt, cette crédibilité de la CEI est l'enjeu, hein, parce que si on veut faire des recours en arrière, on a dû décrire cette CEI-là. Donc, il est temps pour nous, avec les autres partis politiques, je pense que le PDCI nous rejoint à ce niveau-là, pour qu'ensemble on puisse mener ce combat-là, pour que cette réforme de la CEI puisse avoir lieu. Voilà, puisse avoir lieu pour que, effectivement, si les échéances qui nous attendent en 2020 soient sans souci pour les Ivoiriens à ce niveau-là, je pense que ces réformes doivent commencer dès maintenant, c'est-à-dire au début de l'année 2019, pour que les Ivoiriens puissent aller aux élections dans la sérénité. Voilà, dans la sérénité, c'est en fait sur le choix de tous les Ivoiriens. Mais sinon, la crédibilité de la CEI a été mise en cause à ce niveau-là parce que les décisions prises au niveau local sont totalement différentes au niveau de la CEI centrale. C'est-à-dire qu'il y a à ce niveau, il y a une dichotomie qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'on suit les consignes là-bas ou bien ils ont reçu des consignes à ce niveau-là? Et ce n'est que ça se trouve le débat. Mais comme je l'ai dit, ils sont tous mis d'accord pour qu'on puisse reprendre les élections dans un certain nombre de choses. Les voix ont été annulées. C'est-à-dire que quelque part, là, la CEI s'est remise en cause. Et elle a prononcé un verdict assez satisfaisant pour les deux parties. Donc, on verra la suite. La suite, c'est-à-dire qu'en 2019, qu'est-ce qu'on fait de la CEI en général pour les élections qui sont venues, les élections à grande échéance, je pense les élections présidentielles à ce niveau-là. Qu'est-ce que on peut faire ce débat-là? Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce débat-là, on va décortiquer en fait les côtés plus ou moins que la CEI doit améliorer pour qu'on puisse avoir des élections crédibles en 2020. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Bien sûr. Alors, M. Sangaré, du RHDP. M. Sangaré? Oui, toujours se poser depuis 2010. Oui. Vous m'entendez? Oui, nous entendons. Ouais. Donc, je disais que la question de la crédibilité de la CEI, et quand on envoie surtout les mêmes acteurs à la tête donc, de la CEI, c'est vrai qu'il y a la suspicion naturelle qui va toujours se poser. Mais les décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême ne concourent pas à donner du grain à moudre à ceux qui pensent que la CEI n'est pas crédible, étant donné qu'ils ne travaillent pas sur le même terrain. Voilà, la CEI est dans un rôle, je dis, purement technique, purement arithmétique, qui est de compter les voix obtenues par chaque candidat et de les proclamer ou avoir du matériel pour le vote et tout. Et donc, la CEI récolte les résultats et les proclame. La Cour suprême se penche sur les recours posés par les candidats en fonction des preuves fournies par chacun. Donc, la CEI, quand la CEI proclame un candidat élu dans une localité et que la Cour suprême annule cette décision, ça ne met pas en cause la crédibilité de la CEI, étant donné que les deux institutions ne travaillent pas sur la même matière. La CEI organise les élections, mais n'est pas le juge donc, de ces élections. Ce sont les juges qui estiment que tel candidat a posé tel recours, le recours est recevable en fonction des preuves fournies par le plaignant et décide en fonction. Mais la CEI également a proclamé les résultats qu'il a reçus des différentes commissions électorales locales. Donc, chacun fait son travail de façon purement indépendante. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer. Et il faut que ça continue comme cela. Maintenant, pour ce qui est de la suspicion, ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours de la suspicion. Nous sommes dans un pays démocratique, mais pas très élevé. Donc, la suspicion est naturelle. La confiance en tous les acteurs dans le pays. Je rappelle qu'en 2010, tout le monde était d'accord avec la CEI et au final, on a eu 3000 morts. Donc, voilà, cette question va toujours revenir dans les débats à chaque fois qu'il y aura les élections. C'est inévitable. Voilà.
Oui, mais monsieur Sangaré, est-ce que la CEI n'est pas censée organiser des élections crédibles? Est-ce que la CEI n'est pas un chitage de la crédibilité quand même de ces élections? La CEI fait son travail. La CEI achemine le matériel de vote. La CEI fait en sorte que les bureaux de vote soient ouverts à 8 heures, soit fermés à 17 heures ou 18 heures en fonction. Et le reste, ça dépend des acteurs. Quand des candidats ou des militants orchestrent des scènes de violence, par exemple, dans les bureaux de vote, la CEI n'y est pour rien, par exemple. On est d'accord là-dessus? La CEI a Non, envoyé le non, matériel. non. Ce que je dis, M. Sangaré, pour qu'on s'entende bien. Lorsque chaque représentant de candidat dans le bureau de vote signe un PV qui dit que moi, mon représentant, moi, mon candidat a eu 5000 voix, il est en tête. Et que le représentant de l'autre candidat a eu 4000 voix, il est deuxième. Et que la CEI proclame un autre résultat, ça, ce n'est pas, c'est la responsabilité de la CEI qui est engagée. Vous ne pouvez pas désengager la CEI de cette responsabilité-là. Non, vous savez, la question de PV, moi-même, j'ai eu la chance une année d'être dans un bureau de vote en tant que représentant d'un candidat. Donc, je sais comment les choses se passent. En fait, tout se fait de façon tout à fait transparente. Tous les représentants des partis, des candidats sont dans le bureau de vote. À la fin du vote, les voix sont comptées, les PV sont signés et transmis à la CEI locale et puis ensuite à la CEI centrale. Tout se passe normalement. Le problème commence là où certains candidats n'ont pas de représentants dans des bureaux de vote ou ne sont pas satisfaits des résultats obtenus par leur candidat dans un bureau de vote. Parce que donc, tu fais des difficultés pour signer les PV et après, voilà, on parle en tout le sens. Après, c'est des choses qui ne sont pas vérifiables tout de suite parce que il y a tel fait circuler des informations qui ne sont pas vérifiées. Voilà, donc après, ça devient obligé. Je prends le cas de Bassam, par exemple. On a un peu juste à la fin du vote, le candidat est à Bassam et les gens ont commencé à proclamer la victoire de leur candidat. Ils ont estimé que les résultats ont été inversés et tout ça. Donc, c'est tout ce mélange-là autour de la CEI, toutes les voix discordantes qui viennent de partout, qui en rajoutent à l'idée que la CEI n'est parfois pas crédible parce qu'on ne laisse pas la CEI faire son travail correctement, justement. Tout le monde veut faire le travail de la CEI à la place de la CEI. Et finalement, nous, ceux-mêmes qui veulent faire le travail de la CEI à la place de la CEI sont ceux-là même qui viennent encore dire la CEI fait mal son travail. Donc, finalement, on ne se retrouve plus. OK. D'accord. Monsieur Vabé? C'est poser les recours quand on n'est pas d'accord. C'est normal. Bien sûr. Monsieur Vabé? Je pense que M. Sangaré dirait mieux que la CEI, en fin de compte, a un dysfonctionnement, ne fonctionne même pas, parce qu'il faut rappeler quand même les faits. D'abord, dans un premier temps, on va commencer, excusez-moi, je vais faire quand même... la CEI récolte les voix. La Chambre administrative est là, franchement, par rapport, bien sûr, à un conflit, et la Cour suprême définit automatiquement qui c'est qui a gagné. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, lorsque, par exemple, la CEI récolte les voix, qu'est-ce qu'elle fait de ces voix? Lorsque, par exemple, le candidat, puisque M. Sangaré vient de dire ici, devant tout le monde, que lorsqu'il y a des gens, des représentants dans chaque bureau de vote, et qu'à la fin, il y a conflit d'intérêts par rapport aux urnes, et pourquoi est-ce qu'on ne recompte pas et pourquoi est-ce qu'on prend, par exemple, ces militants et qu'on les déplace pour aller les réfugier, par exemple, chez les parents d'une personne? On a vu ce qui s'est passé au plateau, où au plateau, il y avait les représentants, bien sûr, de chaque bureau de vote. Et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les unes se sont retrouvées chez la mère, en fin de compte, de ce dernier. Et on a du mal à comprendre. Et ça, M. Sangaré ne parle pas de ça. Il essaie franchement de camoufler les dysfonctionnements, par exemple, de cette CEI qui a la, je crois bien, du pouvoir. Si je peux me permettre de réagir sur ce qu'il dit. Vous avez parlé tout à l'heure. Là, vous avez la parole, M. Sangaré. Voilà. Non, parce que c'est ça. Il a parlé tout à l'heure. Je ne l'ai pas interrompu. Je souhaiterais réellement que ce soit mutuel. Oui, maintenant, le problème, c'est quoi? On a une CEP, franchement, à la guise, franchement, du pouvoir. Le PDC a décidé, franchement, de prendre le taureau par les cornes. Parce qu'il faut rappeler, bien sûr, c'est vrai que depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara dans les conditions purement pitoyables, il faut le dire, parce qu'il faut rappeler quand même qu'Alassane Ouattara, bien sûr, avec ses mercenaires qu'il a payés tout dernièrement à raison de 12 millions de francs par tête, a
a pris le pouvoir dans les conditions. Bon, j'ai même pas envie d'évoquer ce problème parce que je suis encore en deuil parce que quand j'évoque ce problème. Et, et c'est vrai que le PDCI, vu l'expérience qu'elle avait dans le passé, est venu l'aider à pouvoir travailler et harmoniser franchement sa pensée, parce qu'il faut rappeler bien sûr que la pensée du président Alassane Ouattara est une pensée purement extrémiste. Comment pouvez-vous, lorsqu'on va aux élections, il y a toujours un conflit, même avec vos anciens alliés. C'est pourquoi le PDC a décidé franchement de prendre le peuple à témoin pour dire, quel que soit ce qui va se passer, si vous pensez que vous avez gagné, allez chercher votre victoire. Et nous sommes allés chercher la victoire, raison pour laquelle la Chambre d'administration a décidé clairement, vu l'ampleur que ça prend, vu l'inquiétude que ça a donné, le pouvoir a reculé et elle a confié ça bien sûr à la Chambre d'administration et qui a fait un verdict en quelque sorte. C'est pourquoi nous repartons. Cette CIU, en fin de compte, ne fonctionne pas. Et ce n'est pas le fait de changer Youssou Bakaïko, ce n'est pas le fait franchement de changer par exemple, la CIU est gangrenée par exemple par les extrémistes du RDR, parce qu'il faut qu'on le dise. Ça, c'est la vérité. Donc, pour nous, on considère que maintenant que nous savons où se trouve le mal, et nous allons le combattre par les moyens que nous avons, et surtout les moyens, je dirais quand même, les moyens que nous avons administratifs. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et moi, je vais encore plus loin. Voyez-vous, on parle au moins de 2020. On a montré ne serait-ce qu'on a fait une démonstration de comment est-ce que le PDC, en fin de compte, se comporte. Parce que, vous voyez, on a devant nous, par exemple, les représentants des GOR, ceux-là même, depuis plus de 7 années, qui sont rentrés dans la radicalisation, qui boycottent tout. Ils ont tellement boycotté, même le recensement, ils le boycottent. Et c'est eux, en fin de compte, qui viennent, par exemple, sur ce plateau, franchement, donner, par exemple, et faire, par exemple, une analyse purement pointue sur la situation sociopolitique. Nous allons prendre nos responsabilités le jour J. Et nous ne faisons plus confiance, bien sûr, à ces CIU corrompus. Monsieur Mabé, vous tirez dans tous les sens, apparemment. Non, je ne crains pas, parce que je suis en train de parler, j'alerte un peu tout le monde. Parce que regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. On était tous témoins oculaires de ce qui s'est passé. Il y a eu des bulletins qui sont déplacés. Il y a un candidat qui s'appelle M. Ahmed Bakaïko, n'a même pas entendu, par exemple, le verdict de tout un chacun, qui a fait une campagne purement à l'américaine, qui est venu, bien sûr, à la veille, le soir même, à 23h, pour quand même lui ses résultats, et qui a commencé à faire un message. Mais il y a quand même un problème. On a vu des résultats, franchement, qui se retrouvent, par exemple, sur les parents d'un candidat. On voit, bien sûr, à Bassam, un roi, par exemple, corrompu, qui est censé faire gagner, par exemple, le candidat du RDR, et avec, bien sûr, la complicité, bien sûr, de la CIU. Si le peuple n'était pas sorti, c'est sûr et certain que la CIU allait accepter, par exemple, les résultats corrompus. C'est pourquoi je dis que cette CIU, en fin de compte, n'a pas lieu d'être, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que c'est le pouvoir de Ouattara, en fin de compte, qui donne les instruments, qui corrompt tout le monde. C'est pourquoi nous prenons le taureau par les cornes pour dire que nous allons aux élections, bien sûr, avec un peuple confiant de sa victoire, et c'est sûr et certain que la victoire ne pourra pas nous échapper. C'est de ça que nous parlons. Voilà, okay. Maintenant, bon, on va rentrer dans pas mal de choses. Voilà. OK. Alors là, nous allons vers la fin de ce débat. Je vais vous faire un dernier tour pour qu'on puisse élaborer ensemble d'abord ce que sera cette reprise des élections. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le 16 décembre? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite au niveau de la CEI, M. Sangaré, par exemple, qui est du RAGP. Qu'est-ce qu'on peut espérer du président Ouattara par rapport à la recomposition et peut-être même par rapport à la réforme de la CEI, et puis qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2020. Alors, je vais commencer par vous, monsieur Sangaré. Est-ce que c'est rassurant pour l'avenir? Avant. Avant même de répondre à cette question, je vais revenir rapidement sur 2-3 choses que M. Mabé a signifié tout à l'heure. Et j'avais dit qu'il fallait faire attention à Allô? Nous colportions. Bon, OK. Je crois qu'on a perdu monsieur Sangaré, vous êtes là? Voilà, j'avais perdu la ligne. OK. Voilà, donc je disais que c'est ce que dénonce le fait de colporter de fausses informations, voilà, qui sont susceptibles de créer des tensions inutiles.
voilà, la rumeur selon laquelle des bulletins de vote s'étaient retrouvés chez la mère du candidat malheureux du plateau, c'est tout à fait faux. Ça n'a jamais existé. Tout le monde le sait. Mais bon, les officines du PDC et RDA ont fait courir cette rumeur-là pour enrager leurs militants, pour créer des tensions inutiles dans cette commune. Et puis finalement, on a vu ce que ça a donné. Pareil pour Grand Bassam. On a reproché au roi un candidat. C'est même Roby de gagner, il n'y a pas eu de problème. Cette année, le roi s'affiche avec un autre candidat. Bon, ça devient un problème national. En fait, tous ces comportements antidémocratiques, c'est ça qui crée les problèmes autour des élections et qu'il faut éviter pour l'avenir. Moi, je suis sérieux. Pour l'avenir, je pense que les choses vont bien se passer, étant donné que la Cour suprême a pu travailler en toute indépendance. Voilà, ce qui montre que la justice, quand même, est en train d'évoluer de façon qualitative dans notre pays. Et donc, les candidats sont rassurés qu'ils ont maintenant une institution qui est à leur écoute, qui va prendre en compte leurs préoccupations et qui va dire le droit en fonction des faits qu'ils vont exposer. C'est-à-dire que l'indépendance de la justice. On a vraiment beaucoup de soucis avec vous, monsieur Sangaré. Je ne sais pas si vous nous entendez. C'est plus remise en cause, c'est un fait. Donc, c'est rassurant dans quelques jours. Moi, je pense que ça va bien se passer. Ok, allez-y, ouais, nous entendons maintenant. Voilà, donc, pour la suite, je pense que ça va bien se passer. Comme j'ai dit, les différents acteurs étant rassurés que l'arbitre, qui est la justice, est neutre et qui va dire le droit à chaque fois, je pense qu'ils vont plus se rassurer. Et étant donné qu'ils ont été confrontés à des violences au cours des élections du 19 octobre dernier. Cette fois-ci, j'espère que chaque camp va donc enseigner les vertus démocratiques à leurs militants pour éviter qu'on retombe encore dans les mêmes travers. Personnellement, je suis serein pour la suite, autant pour la reprise des élections municipales et locales dans quelques jours que pour les élections même générales de 2020. Voilà. OK, d'accord. Monsieur Vabé? Écoutez, je pense que M. Sangaré commence à rejoindre l'esprit purement fuitiste, puisqu'il commence à le rejoindre. Je dirais quand même que c'est vrai que le PDCI, comme je l'ai dit auparavant, a pris le taureau par les cornes, a fait reculer par exemple le pouvoir. Et le peuple de Côte d'Ivoire a décidé clairement, pas le peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en fin de compte, l'administration de Alassane Ouattara a décidé clairement de revenir, non pas à la charge, mais de faire apaiser les tensions, parce que cette tension n'a pas vraiment lieu d'être, parce que pour une élection, on ne va pas compter encore les morts. Donc, je suis sûr et certain que avec plus de modestie, avec plus de modération dans certains langages, c'est sûr et certain que l'élection va mieux se passer. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous, au niveau bien sûr du PDCI, nous avons décidé, je crois bien, de prendre nos responsabilités lorsqu'il s'agit, par exemple, d'aller chercher notre victoire. Et nous l'avons fait. Imaginez-vous, on a montré, ne serait-ce qu'un petit extrait, qu'on est capable d'aller au front par rapport à ce que d'autres, en fin de compte, du FPI, pensaient qu'on n'était pas capable parce qu'on nous définissons comme un parti bourgeois, un parti en fin de compte qui n'a pas de force à aller affronter Alassane Ouattara. Non, je ne crois pas. Je pense que j'ai l'intime conviction que les élections vont bien se passer, bien sûr, mais je suis sûr et certain que le PDC sortira vainqueur de cette élection. C'est tout le mal que je peux souhaiter, bien sûr, à tous les candidats PDC qui se présentent. Et j'invite, bien sûr, la population, bien sûr, qui était en fin de compte, dont la victoire a été légèrement prise en otage et lâchée, aller voter encore pour les militants, pour les candidats PDC. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Merci, M. Vabé. M. Niali? Bon, merci, Katina. J'ai écouté mon frère Vabé Andrea en train d'étudier dans tous les sens, même sur le FPI, même s'ils ne sont pas concernés par les élections. Mais je voulais revenir un peu sur c'est un aspect qu'a développé plus ou moins mon frère Vabé, en disant quelque part, voilà, on sait où se trouve le mal. Évidemment, si le PDC sait où se trouve le mal, c'est une bonne chose. Elle nous rejoint finalement, parce que ce mal-là, on en entend décrire ce mal-là. Le PDCI, lorsqu'il était dans cette alliance avec le RDR, il ne voyait pas ce mal. Donc, on est content que le PDCI voit ce mal maintenant. C'est-à-dire qu'elle nous rejoint. Ce n'est pas pour rien que nous avons plus ou moins boycotté les élections, parce que nous savons que cette CEI n'est pas crédible. À tous les points, eux-mêmes ont fait l'expérience. Donc, on est tous d'accord maintenant que, bon, le mal est là. Et donc, s'il peut nous rejoindre dans ce combat-là, pour qu'en 2020, on puisse, en fait,
aider les Ivoiriens à aller aux élections dans la sérénité. C'est ce que nous disons. Et puis, nous n'avons pas dit que le PDCI n'est pas capable. Nous disons que le PDCI prend ses responsabilités. C'est tout. Le PDCI est un grand parti. Voilà. Elle n'a pas besoin forcément d'une alliance avec le RDR pour s'afficher, pour s'affirmer, et que M. Babé puisse se savoir. Ce que nous disons que la CIE en tant que telle a besoin de réformes en profondeur. Les tests, même quand vous lisez les tests de la CIE, elles sont totalement caduques et dépassées. Elles ne font pas la réalité maintenant. Parce qu'un président de la CIE qui est élu pour ce mandat est toujours là. Est toujours là à ses fonctions. Voilà. Et quelque part, quand vous lisez les tests de la CIE, il y a beaucoup de réformes à faire à ce niveau-là. Nous avons pensé à l'instant que lorsque le docteur Alassane serait au pouvoir, pouvait aider les Ivoiriens à apporter ces réformes au niveau des choses, malgré les critiques comme on l'appelle la Chambre africaine des droits de l'homme, qui demandait au président Alassane de faire des réformes à ce niveau-là, jusqu'à présent n'a pas été fait. Et nous attendons les champs de cloches qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Il faut attendre 2020, de 2020 pour apporter ces réformes-là. Ce qui est absurde et pas intéressant pour les Ivoiriens. Parce que si on ne veut pas vivre les symposiums qui se sont passés, je crois, 5 années en arrière, c'est dès maintenant, en 2019, que le président Alassane donne aux Ivoiriens l'assurance qu'ils iront aux élections en 2020. Mais si les réformes ne sont pas faites et que nous attendons jusqu'à l'heure de 2020 pour apporter ces réformes-là, on n'ira pas aux élections. Ça, c'est plus clair. Et si le PDC est d'accord avec nous qu'on puisse apporter des réformes en profondeur à ce niveau-là, qu'elle nous rejoigne pour qu'on puisse mener ce combat-là. C'est vrai, nous savons que ce n'est pas nouveau. Nous savons qu'il y a des discussions au niveau du FPI. Mais ça va se résoudre. Ce n'est pas le plus important. Voilà, vous savez où se trouve la majorité. Et la majorité, le PDCI le sait. Bon, maintenant, c'est revenu avec nous pour qu'on puisse mener ce combat-là, pour qu'on puisse appeler le docteur Alassane. Nous, on ne le sait pas. La majorité est où? La majorité est où? Nous, on ne le sait pas. Bon, la majorité se trouve au niveau de Sangaré, pas à son âme. Voilà. Voilà, la majorité, on a démontré ça. Ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait. Voilà, nous disons meeting, vous avez vu dernièrement, lors de son enterrement, vous avez vu ce mouvement des militants du PDCI, les militants du FPI accompagner leur leader à sa demeure. C'est-à-dire que le parti vit. Donc, on sait où se trouve le pouvoir. Donc, tous ceux qui sont là au funérailles de Sangaré, ils peuvent nous rejoindre à ce niveau-là. Tous ceux qui sont là au funérailles du procès Sangaré, ce sont les FPI de Sangaré. Oh, non. Ceux qui sont allés, je ne pense pas qu'un instant que les militants du PDCI ils sont allés à l'enterrement de Sangaré. C'est les militaires qui sont allés là-bas, finalement, pour accompagner leur leader, le gardien du temple, à sa dernière demeure. Non, à ce niveau-là, nous sommes rassurés quand vous voyez cette vague de militants se défrayer la rue pour accompagner leur leader, c'est-à-dire que ce parti vit. Donc, nous demandons au PDCI, si elle pense qu'on peut mener ce réforme ensemble, qu'ils se joignent à nous pour qu'on puisse s'asseoir sur une table ronde pour discuter, pour voir comment amener ce pouvoir-là à apporter des réformes au niveau de la CIE. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Sinon, nous voulons que le PDCI prenne ses responsabilités. C'est un grand parti. Si elle ne veut pas, bon, on verra la suite. On peut mener ce combat seul. Si ça verrait que le PDC ne veut pas se joindre à nous, on mène ce combat, on a toujours mené ce combat-là. Et le temps nous a donné raison. Vous avez vu ce qui s'est passé, le dysfonctionnement qui s'est passé au niveau des élections locales, ici, entre le PDCI et le RDR. Vous avez tout ce qui s'est passé. Bien qu'on n'a pas pris part à ces élections-là, ils ont compris maintenant que ce que nous réclamons depuis pratiquement en arrière, pratiquement 5 ans et 10 ans, et les faits sont là. S'ils ont compris, tant mieux. Donc, ils nous rejoignent pour qu'on puisse mener ce combat. C'est ce que je voulais dire à M. Babé à ce niveau-là. Alors, chers amis, je voudrais vous dire merci. Avant que nous passions à vos conclusions, j'aimerais vous dire merci pour la qualité de vos interventions. Merci pour cet échange qui fut très intéressant. Aujourd'hui, nous étions en train d'échanger sur les décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême relative aux différents recours faisant suite aux élections municipales et régionales récemment. Et nous étions avec M. Alfred Niali, secrétaire national au Front populaire ivoirien, chargé de l'entrepreneuriat au niveau de la diaspora. Et nous étions également avec M. Sangaré, M. Malik Sangaré, journaliste, c'était du RHDP. Je précise que M. Niali vit aux États-Unis et M. Sangaré vit en Côte d'Ivoire, je crois. Et nous étions également avec M. Adrien Vadé, directeur de la communication du PDCI-RDA en France.
Et donc, j'aimerais, chers amis, vous permettre de faire votre conclusion. Et j'aimerais rappeler, si vous le permettez, que nous étions en direct sur Facebook. Et j'aimerais rapidement dire merci à ceux qui nous suivent, hein, Laurent Nama, Martin, M. Borgia, qui demande que Dogbo Blé et CK soient libérés. Ça, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec ce que nous parlons aujourd'hui, mais bon. Monsieur Lambert Kouassi, Siaka Fofana et bien d'autres. Et j'aimerais encore dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Radio Jacques Royer Show et Radio Afrique 2050 depuis les États-Unis et le Canada. Alors, j'aimerais permettre tout d'abord à M. Alfred Dialli du Front populaire ivoirien de faire sa conclusion. Bon, je pense que le débat était enrichissant. Voilà, je pense que ce débat continue parce que nous sommes en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons que 50 ans d'année d'indépendance. Comparé aux pays plus développés, nous voulons écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire de une démocratie saine. Voilà, et que c'est pouvoir, que le docteur Dama Amata, qui est venu en Côte d'Ivoire voulant apporter des réformes à ce niveau-là, on constate qu'à ce niveau, rien n'a été fait. C'est-à-dire que, bon, il faudrait que les Ivoiriens aient un nouveau donné plus qu'on les descend en main pour qu'ils soient de ce parti-là, de ce pays-là. Parce que nous voulons, sur le souhait de tous les Ivoiriens, nous ne voulons pas vivre encore les événements qui sont passés récemment il y a 10 ans de cela, et revivre encore ces morts-là. Donc, nous souhaitons, et c'est le souhait du FPI à ce niveau-là, qu'on puisse s'asseoir, pour qu'on puisse apporter des réformes au niveau de la CEI pour que les Ivoiriens puissent aller dans la civilité aux élections. Je pense que c'est un bon débat et que le RDR, le PDCI, qui étaient des alliés avant, maintenant, ils sont en discontentement. Bon, je ne peux que leur souhaiter bonne chance à ce niveau-là pour les reprises des élections dans certaines localités. Et nous en sauvons nous autres parce que nous ne prenons pas part à celui-là. On verra qui des deux qui est puissant dans ces deux localités parce qu'entre Bassam et puis Port-Boueux, là, se trouve le challenge. Et puis, bon, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que le débat est ouvert au niveau de la CIE. On ne fait que commencer parce que bientôt nous rentrons dans la nouvelle année et on espère qu'à ce niveau-là, le gouvernement permette vraiment, aux Ivoiriens d'avoir une CIE crédible dans ce nom-là, de réformer cette CIE qu'on le demande et que le PDCI, finalement, va nous rejoindre à ce niveau-là et que le nouveau parti qui va se créer, le HDP, finalement, et qu'on a tout le temps parlé, qui devient un parti politique, voilà, pour qu'on puisse faire cette discussion entre le PDCI et le HDP. Voilà, ça va sur le paille de manche, hein, que ce parti-là puisse accorder aussi leur violon pour qu'on puisse avoir ensemble une série réformée, pour qu'on puisse donner les Ivoiriens une élection, un président digne de ce nom. Voilà ce que je peux dire, Katina. Merci encore pour l'invitation. Et puis nous retrouvons prochainement sur Radio PDCI. Merci. Merci beaucoup, M. Niali, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie. Alors, M. Sangaré, vous avez la parole pour votre conclusion. Oui, merci pour l'invitation déjà. Le débat était intéressant, même si j'ai déploré parfois le ton de certains discours pas très indiqués. Voilà, quand on est à la recherche de, comme on dit en Côte d'Ivoire, de réconciliation, de cohésion et tout, il faut bannir un certain nombre de discours. Hein. Voilà, parce que quand on est leader d'opinion, les gens se réfèrent à nous pour avoir des attitudes dans la vie au quotidien. Donc, il faut avoir un discours apaisant, il faut avoir un discours républicain. Et puis, comme ça va rejaillir sur tout le monde. Et puis, les choses vont aller comme on le souhaite. Parce que les différents bords, quel que soit, nous voulons tous le pouvoir, certes, mais le plus important, c'est de pouvoir préserver la paix et puis la tranquillité en Côte d'Ivoire. Je constate malheureusement que les opposants passent beaucoup de temps à débattre de la CEI plutôt que d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est d'aller vers les populations, vers les électeurs pour leur proposer leur vision d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Du coup, ils n'agissent pas dans le bon sens, à mon avis. C'est vrai que la CEI, bon, elle va être réformée comme l'a promis le président, mais si l'opposition reste assise en attendant que cette réforme-là soit faite, comme si leur victoire dépendait absolument de cette réforme de la CEI, là, ils seront déçus à la fin parce que les élections ne se gagnent pas à la CEI, malheureusement. Les élections se gagnent dans les urnes, les élections se gagnent auprès des électeurs. Et les électeurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'écrasante majorité des électeurs en Côte d'Ivoire ne sont pas en phase avec cette opposition qui est totalement déconnectée des réalités. Une opposition qui est restée bloquée dans le temps. Je prends le cas du FPI, pour qui le temps semble s'être arrêté le plus dans ce cours, le FPI est resté figé, qui est un discours très nostalgique, qui n'a pas envie de se projeter dans l'avenir et qui, du coup, également, ne fait pas de production, j'allais dire, de qualité
pour attirer de nouveaux électeurs, pour attirer aujourd'hui l'esprit de Fouet, en ce sens qu'il veut créer un grand ensemble, un grand rassemblement de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine en Côte d'Ivoire, et pour les mettre ensemble et poursuivre l'œuvre de construction et de développement social et économique de la Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les Ivoiriens, les jeunes, à regarder de près, voilà, donc le RHDP. C'est vrai, il y a les discours des opposants qui tentent parfois à présenter le RHDP comme étant le monstre à abattre, mais les réalités sont là. Nous savons d'où nous venons, nous savons où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, et tout ça, c'est grâce au RHDP. Voilà donc ce que j'avais à dire pour conclure. Merci beaucoup, M. Sangaré. C'est très un plaisir de vous avoir avec nous et nous espérons vous avoir bientôt pour nos prochains débats. Merci d'avoir répondu à la question. Je vous en prie. Alors, M. Fabé Adrien du PDCI-RDA. Monsieur le directeur, la parole vous revient pour votre mot de fin. Écoutez, d'entrée d'abord, on a fait... Nous vous entendons faiblement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Légèrement mieux. Bon, d'entrée, j'ai compris que le Front populaire ivoirien, qui incarne bien sûr la branche à Boutava Sangaré avec le RHDP... C'est un peu faible, monsieur Fabé. Ah bon? C'est bizarre quand même. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Un peu mieux. Ah ben, putain, j'ai bien augmenté le son. Hein. Je disais que d'entrée, on a vu la réputation, bien sûr, des deux partis qui ont eu à gouverner, parce qu'ils gouvernent. Il y a un qui gouverne, il y a un qui a gouverné. Je vais parler, bien sûr, du Front populaire ivoirien et du RDR, qui ont failli salir la mémoire du feu président Houphouët-Boigny, celui-là même qui a apporté, je crois bien, la bénédiction et surtout le développement et l'harmonie, surtout en Côte d'Ivoire. Ben, pour les amis, je les ai fait comprendre qu'il était quand même très important de rappeler les bienfaits de ce président Houphouët-Boigny. C'est parce que ce dernier a mis des fondations. Est-ce que vous m'entendez là? Le son est faible. Vraiment, le son est faible. Je ne sais pas, même on me fait signe que sur Facebook, on vous entend très faiblement. Si vous pouvez parler un peu plus fort, je pense que ça suffit. Je vais parler plus fort alors. Est-ce que vous m'entendez? Là, je parle fort maintenant. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Bon, je disais que d'entrée, on a vu clairement l'esprit purement du Front populaire ivoirien, esprit par exemple incarné par la branche radicale. Je veux parler bien sûr du feu Abdourahmane Sangaré et surtout du RDR, qui ont failli salir la mémoire bien sûr du président Houphouët-Boigny, celui-là même qui a bâti, qui a fondé, surtout qui a donné une vision de la paix et surtout de l'harmonie pour pouvoir développer par exemple notre pays. Celui-là même qui a permis à ce que la Côte d'Ivoire soit meilleure partout, premier producteur mondial de café et de cacao. Je pense qu'il a été quand même très important quand même de saluer sa mémoire. C'est vrai. Il est important quand même de rappeler quand même quelque chose. Vous savez, c'est vrai, on ne le cache pas. On a tous péché, hein, on a fait une erreur vraiment que nous payons cash. On a tissé une alliance bien sûr avec le RDR, parti extrémiste, et nous en payons par exemple les frais. Mais nous avons décidé, je crois bien, de prendre les taureaux par les cornes, et nous sommes allés au front par rapport bien sûr au FPI qui, depuis l'arrestation bien sûr de leur leader charismatique, je veux parler bien sûr de Laurent Gbagbo, ont décidé en fin de compte de se retirer totalement de la vie politique ivoirienne. Bon, c'est vrai que les discours sont là, ils se projettent à l'avenir, ils ne font pas des campagnes, tout ce qu'ils font, c'est Gbagbo Laurent va sortir, Gbagbo Laurent va sortir. Bon, je ne sais pas si Gbagbo Laurent sort, est-ce qu'il aura la paix ou bien il aura la richesse, on ne sait pas encore. Mon souhait, c'est que le débat n'est pas à ce niveau. J'ai fait ma conclusion. On a parlé bien sûr de la CIE. C'est vrai, la CIE. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et nous sommes allés au front. Nous avons dit clairement que quelle que soit même la personne qu'on met là-dessus, c'est seul le peuple de Côte d'Ivoire qui a le dernier mot. Et le dernier mot revient bien sûr au peuple. Et vous avez vu à Bassam, au plateau, vous avez vu par exemple dans les communes que le PDC en fin de compte a gagné sur le RHDP. RHDP qui constitue un parti, un grand parti qui est le RDR et un groupuscule de partis qui n'arrive même pas à remplir ne serait-ce qu'un salon. Nous avons eu peut-être 52 et nous apprêtons franchement à gonfler le nombre de nos maires.
Et moi, je le dis clairement, la CEI, en fin de compte, ne va pas réellement nous poser problème. C'est vrai que le dysfonctionnement de la CEI, nous savons parfaitement que la CEI a la guise, franchement, de ce pouvoir. Donc, pour nous, ce n'est pas ça, franchement, le plus important. Le plus important, c'est de combattre avec le même système, la même manière, la méthode, franchement, du président Alassane Ouattara. Maintenant, c'est vrai, nous arrivons en 2020. 2020, bien sûr, et nous avons vu durant tout ce temps que le président Alassane Ouattara a utilisé les méthodes purement machiavéliques, franchement, pour pouvoir, je crois bien, et diviser, comme il a l'habitude de faire. Il a fait bien sûr avec le Front populaire, il a fait bien sûr avec tous les partis, diviser par exemple le PDCI, en vantant par exemple ce Adjoumani qui se balade de fond de compte et aujourd'hui qui dit clairement que le 26 janvier, il va quitter directement le PDCI, il va devenir RAGP parce que RAGP va devenir un parti politique. Bon, je lui tire mon chapeau. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pourquoi il est important de se mettre ensemble avec bien sûr ses alliés, comme le FPI bien sûr d'Afi N'Guessan qui nous a suivis. On attend franchement que le FPI d'Aboudraman Sangaré, bon, incarné, bon, je ne sais pas encore parce qu'ils sont toujours dans cette vision-là. Est-ce qu'on peut compter sur ou pas? Mais c'est sûr et certain que nous savons parfaitement qu'en 2020, nous serons au rendez-vous, bien sûr, des affaires. Comme on dit, c'est tout le mal que je peux souhaiter, bien sûr, à notre grand parti. Voilà. Merci beaucoup, M. Babé. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis ce soir. C'était Sans Ambaye sur Radio PDCI RDA. Je suis Emmanuel Katina, je m'engage à ouvrir les élections à Pézi en Côte d'Ivoire en 2020. Merci et bonsoir chez vous. Au revoir. Merci. Merci. Ah, c'était pas facile, hein, ce débat-là.